Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Energy Talks. En préparant cette émission, une information m'a interpellée. En décembre 2024, 9 Français sur 10 jugeaient que l'énergie était un sujet de préoccupation majeur. Alors derrière ce constat, il y a la question du prix, bien sûr, de la disponibilité, de l'impact environnemental et de l'activité économique française. En bref, tout ce qui fait notre quotidien. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, je suis avec Isabelle Patrier, directrice France de Total Énergie. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur le plateau d'Energy Talk. Isabelle Patrier, bonjour. Bonjour Annabelle, ravie d'être à vos côtés. Merci Isabelle, je rappelle que vous êtes directrice France de Total Énergie. Soyez la bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons aborder quelques grands aspects de la transition énergétique au cœur de nos territoires. Je rappelle que vous venez de fêter vos 100 ans. Alors nous mettrons de côté les grands chiffres et les méga-projets dont il est souvent question. Et pour aborder tous ces sujets, nous ne serons pas trop de deux. J'ai le plaisir de vous présenter Gaspard. Bonjour Gaspard. Bonjour Annabelle, bonjour Isabelle. Bonjour Gaspard. Alors Gaspard, tu es journaliste, reporter et depuis plusieurs mois, tu sillonnes la France pour aller à la rencontre, à la découverte plutôt, des plateformes et des sites Total Énergie. Exactement. Et quand on parle de Total Énergie en France, historiquement, c'est les stations-service, Isabelle. Je suis allé voir comment ça se passait sur place, en l'occurrence dans la station de Franck, dans le Gers. Il m'a accueilli. Je vous propose qu'on regarde ces images ensemble. À Dému, dans le Gers, la station-service est une affaire de famille, et ce, depuis 1974. C'était vraiment une toute petite station, il y avait juste 2 pompes là. Chaque jour, ce sont des centaines de personnes qui s'y arrêtent, sur leur trajet du quotidien ou pour leurs besoins professionnels. Plus qu'une station-service, c'est un véritable lieu de vie. Je te remercie. Les habitants, les habitués, les clients de passage peuvent aussi faire leur marché et acheter des produits locaux. C'est génial de pouvoir faire autant de choses variées. Ça va de l'épicerie à la poste. Il y a l'activité de la station essence aussi. Il y a du gaz, et en plus des pneus. Ouais, tout. Voilà, on fait tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Franck, qu'on appelle Francky sur place, il part à la retraite prochainement. C'est Cathy qui l'a formé pendant 20 ans qui va reprendre la boutique. Vous, Isabelle, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de parcours ? C'est déjà la première chose que ça m'inspire, c'est que j'ai juste envie de me projeter dans la station-service là. Et quand je vois les sandwichs, le pain, le fromage du Gers, franchement, j'ai envie d'y être. Effectivement, nous aujourd'hui, on essaye d'avoir cet ancrage. C'est vrai que Total Énergie, un tiers de nos stations-service sont en zone rurale en fait. Donc cette relation avec le territoire, les villages français et le cœur des Français, parce qu'au fond. Ces stations, vous le voyez, c'est devenu des lieux de vie, c'est plus simplement des stations-service. Clairement. Si on prend un petit peu de recul, combien est-ce qu'il y a de stations-service en France et est-ce que vous comptez continuer d'en ouvrir ? Alors aujourd'hui, Total Énergie a 3300 stations-service, un tiers en zone rurale à peu près, et puis avec un objectif d'avoir cette proximité avec les Français et d'avoir les Français... 90% d'entre eux, au moins, à 15 minutes d'une station-service. Donc, on se retrouve dans des situations où on a des gérants, comme Francky. Là, la chance que Francky a, c'est qu'il y a quelqu'un pour reprendre la station. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on réouvre des stations-service parce que certaines ferment. Ça veut dire que donc, même dans les endroits les plus reculés, on peut trouver une station-service. La preuve, celle-ci, elle est dans un endroit reculé. On en a ouvert 6 ces derniers mois. La dernière, c'était à Montcuq de Quercy. Dans le Quercy, vous êtes en véritable zone rurale. Et c'est important d'avoir une station-service qui réouvre avec tous les commerces qui peuvent s'ancrer aussi dans la station au-delà de la distribution de carburant. Et pourquoi parler alors de commerce de proximité dans ces cas-là ? En fait, les gérants, au-delà de la vente classique de la station et de l'essence et du diesel, ils vendent, là vous l'avez vu, ils proposent des produits locaux, certains proposent aussi le service de la poste, certains permettent aussi, il y a des serrureries où on fait des doubles de clés, il y a des ventes de tickets pour aller visiter le château du coin. Enfin voilà, c'est devenu un peu le délicatessen régional ancré dans les villages pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à une épicerie et au-delà, j'ai envie de dire.
dans ces villages qui sont parfois un peu délaissés par les commerces. Ce sont encore des lieux de vie. Exactement, c'est le contact, le lien social, je dirais, territorial dans les régions de France. On fait le plein de bonne humeur, comme dit Francky. Exactement. Pour les automobilistes, il y a un sujet important lorsque l'on parle de carburant, c'est le prix. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes qui pèsent sur les ménages face à ce budget ? Bien sûr que je les comprends. Nous, chez Total Energy, on s'est inscrit dans la durée pour protéger nos clients contre l'augmentation excessive des prix. C'est pour ça qu'on a mis en place le bouclier, qui est un plafonnement des prix des carburants en station dans l'Hexagone à 1,99 €. Aujourd'hui, on a 400 stations-service qui tapent ce plafond de 1,99 €. Ça permet de protéger les Français. Et on est allé un pas plus loin l'été dernier en proposant à nos clients gaz et électricité un plafond à 1,94 €. Donc aujourd'hui, on a nos clients qui ont la carte club et qui sont clients gaz et électricité, qui sont plafonnés à 1,94 €. Aujourd'hui, c'est à peu près un tiers de nos stations. Alors la majorité des véhicules est encore thermique, mais les choses évoluent. Nous avons voulu comprendre comment les stations-service s'adaptaient et se transformaient. En voici un exemple, regardez. Aujourd'hui, je vous emmène à Marseille, dans une station-service Total Energy 100% électrique. C'est une première en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et nous sommes allés demander à Jean-Michel Diaz, directeur régional, pourquoi avoir choisi cet endroit. Parce que ici, nous sommes au cœur de la ville de Marseille, à côté du stade Vélodrome et le parc Chanot. Aujourd'hui, des stations Total Energy 100% électriques sont aussi disponibles à Paris, Montpellier, Rouen ou bien à Lille. On recharge 80% de la batterie en moins de 20 minutes et on recharge plus de 100 km d'autonomie en 6 minutes. Elles visent à encourager la mobilité électrique aux côtés des plus de 245 stations-service équipées de bornes de recharge, avec l'objectif de porter ce chiffre à 500 à horizon 2030. Isabelle, est-ce que vous pensez qu'un jour, les stations-service seront toutes 100% électriques ? Alors un jour peut-être, pour l'instant il faut quand même être équilibré et pragmatique. On a 95% des véhicules qui roulent à l'essence et au diesel. Donc il faut accompagner nos clients dans cette transformation, leur propre transition de leur mobilité vers l'électricité. C'est pour ça qu'on équipe les stations. On équipe aussi les stations-service sur les autoroutes parce que le trajet est important. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que en fait, 80% de la recharge, elle se fait moitié au bureau, moitié à la maison. Alors justement, faire son plein, ça prend 5 minutes, mais recharger sa voiture électrique, ça prend une vingtaine de minutes. Alors comment fait-on pour rendre cette expérience agréable et optimiser notre temps surtout ? En fait, pour l'optimiser, nous, on a fait le pari des bornes haute puissance. C'est-à-dire ? Et donc, on s'est dit, il faut qu'on permette sur les grands axes à nos clients de pouvoir se recharger vite. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous pouvez faire un Paris-Lyon, vous arrêtez une fois, vous prenez votre café dans la boutique et pendant ce temps, vous rechargez en 20 minutes pour aller avoir un trajet qui vous permet justement une vraie mobilité. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, on pourra recharger sa voiture en 5 minutes ? De toute façon, vous le voyez, on progresse de plus en plus. Le rendement des batteries s'améliore. La recharge des batteries s'améliore aussi. Aujourd'hui, Total Energy a de nombreux chercheurs. On met 1 milliard par an dans la recherche. La moitié, même les 2 tiers aujourd'hui, dans tout ce qui est recherche pour les énergies bas carbone, le recyclage, justement le rendement des batteries, justement l'amélioration de la recharge, entre autres, pour permettre cette transition et la facilité de l'accès de cette transition à nos clients, en fait. Alors justement, l'électricité s'impose dans de nombreux usages. Les besoins sont donc de plus en plus importants. Ce qu'on sait moins, c'est que chez Total Energy, vous produisez et vous distribuez de l'électricité. Et d'ailleurs, je crois que Gaspard l'a vérifié lui-même sur place, n'est-ce pas ? Tu peux nous en parler ? Oui, une très belle expérience. Je vous en dis pas plus. On part dans le Grand Est. Regardez. Bienvenue dans la Marne, sur le parc des Vents de la Moivre, le plus grand parc éolien de Total Energy en France. 84 mètres de haut avant la nacelle. Il s'inscrit dans la lignée des parcs développés, construits et exploités par Total Energy dans ce département, grâce à un dialogue continu avec les parties prenantes territoriales. C'est vrai que tout monter à l'échelle, 80 mètres, ça doit être long. C'est un truc de dingue.
Ah bah là, du coup, on a une belle vue sur toute la plaine champenoise et puis sur toutes nos machines aussi qui sont face à nous. Avec ses 18 éoliennes, il peut alimenter jusqu'à 80 000 habitants en électricité. C'est pas tous les jours qu'on monte en haut d'une éolienne. Hein. De la chance. Non. Moi, ça m'est arrivé aussi. Hein. C'est vrai? Oui. Et alors? Alors moi, je l'ai fait il y a quelques mois, enfin il y a même un an, pile, à La Réunion, parce qu'à La Réunion aussi, on parle de l'Hexagone, là. Ouais. Mais dans les territoires d'outre-mer aussi, ils font leur transition, les territoires d'outre-mer, et à La Réunion, on a un champ éolien qui permet d'alimenter. Aujourd'hui, on a la moitié de notre réseau de stations. Alors là, il y en a un peu plus de 40. Hein, c'est une petite île. Et il y a 19 stations-service qui ont des bornes de recharge. Et c'est vrai que ça ne fait pas de sens de faire de l'électricité si elle n'est pas renouvelable. Oui. Et donc, à La Réunion aussi, on a des champs d'éoliennes et on a aussi des champs d'énergie solaire pour produire de l'électricité verte, en fait. Justement, vous parlez de La Réunion, le Grand Est sont des terres d'énergie. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, des régions sur lesquelles il y a des projets éoliens? Alors, il y a des projets éoliens un peu partout sur le territoire. Aujourd'hui, Total Énergie est dans l'éolien, dans le solaire, dans l'hydroélectricité. En fait, on s'adapte au territoire. On fait ça en coordination avec les collectivités locales, avec les agriculteurs, hein, parce qu'il y a aussi cette idée de pouvoir accompagner le monde agricole dans leur transition énergétique. Et la transition énergétique du monde agricole, c'est aussi l'agrivoltaïsme. Alors, nous allons le voir sur une carte qui s'affiche, qui est la carte de la production d'énergie électrique en France. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que Total Énergie semble être devenu un électricien. Bah oui, on est devenu un électricien. Aujourd'hui, on est dans le top 3 des producteurs d'électricité renouvelable sur le territoire français. Quand vous vous souvenez, il y a 10 ans, on parlait mètres cubes, tonnes, voilà. Et maintenant, nous, on a appris, avec encore quelques améliorations potentielles, hein, à parler mégawattheure, gigawatts et à faire la conversion entre les uns et les autres, en fait. C'est ça qu'on est en train de changer de métier. Aujourd'hui, quand on a en France 2 gigawatts, alors 2 gigawatts, ça paraît incompréhensible pour le commun des mortels. En fait, on le traduit, 2 gigawatts, c'est 2 réacteurs de nucléaire. Donc en fait, aujourd'hui en France, Total Énergie a l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires de puissance renouvelable installés. Donc cette électricité, elle nous permet de décarboner toute l'alimentation, des bornes de recharge de nos stations-service, de proposer de l'électricité à nos clients et leur permettre d'électrifier, parce que l'électrification, c'est quand même l'électron qui va décarboner demain. Quand on est dans la théorie, on est d'accord, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut encore plus d'énergie renouvelable. Dans la pratique, sur le terrain, parfois on pense aux riverains qui sont en première ligne. Comment on fait pour concilier la réalité du terrain avec l'acceptation de cette transition énergétique? Tout le monde n'a pas envie d'avoir une éolienne dans le jardin d'en face. Non, mais c'est pas une caricature. Il y a un concept que j'aime bien, qui est le concept des pumas. C'est-à-dire? Alors, les pumas, ce ne sont pas que des animaux, c'est les projets utiles, mais ailleurs. Ah bah oui. Et donc, en fait, tout le monde veut de l'électrification, de la production d'électricité renouvelable, donc des renouvelables, du bas carbone, tuer les émissions de CO2, voilà, c'est notre ennemi juré, mais ne veut pas du projet à côté de chez les autres. Ouais. Alors, voilà. comment fait-on pour résoudre ce dilemme? En fait, je pense que ça passe par beaucoup de dialogues, à la fois avec les collectivités, à la fois avec les agriculteurs, à la fois avec les citoyens. On fait beaucoup de concertation. Il y a énormément de réunions de concertation dans les territoires. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concrètement de ces moments-là, de comment ça se passe? Alors, par exemple, quand vous voulez travailler sur un champ de panneaux solaires photovoltaïques dans une région, en fait, il faut travailler aussi sur le dimensionnement. Donc, en fait, on fait des réunions en mairie le plus souvent avec les citoyens et on leur dit, ce soir à 18h, à la mairie de Bagnols-sur-Mer, c'est chez moi. Ah bah voilà, vous avez travaillé avec quelle mairie dernièrement? On a travaillé avec, je pense à des mairies dans le sud de la France, notamment en Occitanie, pour pouvoir, qui est une zone. Alors d'abord parce que on a énormément de projets dans cette région-là. C'est une zone où évidemment il y a un potentiel. C'est une très grande région, et donc on a beaucoup de projets. Et effectivement, on fait des réunions de concertation avec les citoyens, les agriculteurs, les services de l'État, les collectivités, pour se mettre d'accord sur ces zones d'accélération. Vous avez vu que la France avait
l'ambition d'accélérer. Donc, chaque région, chaque préfet doit proposer des zones d'accélération. Et donc, nous, on explique les contours du projet, le partage de la valeur aussi, parce qu'on ouvre par financement participatif le capital ou le financement de ces projets aux citoyens, aux agriculteurs, aux collectivités. Alors, vous parlez de l'Occitanie. Est-ce qu'il y a des régions avec lesquelles vous travaillez plus facilement que d'autres ? Non, ce n'est pas des régions. J'ai envie de dire, il y a des zones géographiques qui sont, ou des villages, ou des collectivités qui sont plus ou moins prêtes à passer le pas. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai vu ces derniers mois, par exemple en Normandie, on a beaucoup traversé la Normandie pour expliquer, justement, faire cette pédagogie. Et quand un maire d'un village passe le pas de dire bah oui en fait ça fait sens. Bien sûr. En fait le village d'à côté il se dit finalement moi aussi. Et il y a un effet d'entraînement. Ça rassure aussi de voir que ça s'est bien passé, qu'on l'a développé, que finalement les citoyens sont contents, qu'il y a des retombées économiques, parce qu'il y a des taxes associées aussi à cette production d'électricité dans les territoires. Et finalement, ça alimente un fil. Et ce fil rouge, c'est le fil rouge de la transition énergétique dans les territoires. Et puis ça crée de l'emploi. J'étais sur l'éolienne avec 2 techniciens de maintenance qui ont 22 et 23 ans. L'un d'eux me confiait que quand il était petit, il passait sur la route à côté, il voyait l'éolienne. Aujourd'hui, il monte dessus, il y travaille. Et c'est des nouveaux métiers aussi qui sont créés. Il y a un autre sujet qui nous intéresse, c'est celui de la désindustrialisation. Alors, je sais que vous adaptez vos sites chez Total Energy. Et d'ailleurs, Gaspard, tu t'es rendu sur l'un d'entre eux. Eh bien oui, je me suis rendu à La Mède, près de Marseille, dans une bioraffinerie, ancienne raffinerie, construite en 1935. Ce que je vous propose, c'est de vous y emmener. On regarde tout de suite. Bienvenue à La Mède, près de Marseille. Ce site industriel, créé il y a près de 100 ans, a beaucoup changé au fil du temps. Aujourd'hui, on utilise des huiles usagées, des déchets pour produire du biocarburant au lieu d'utiliser du pétrole fossile qui émettait du CO2. Après un investissement de plus de 330 millions d'euros, c'est la première bioraffinerie française de taille mondiale. Alors la première étape, c'est de retirer les impuretés de l'huile. Donc on va les pré-traiter dans une unité qui s'appelle le pré-traitement. On l'envoie dans une autre unité, l'HDI, l'hydroisomérisation, dans lequel on affine le produit et on a l'HVO final, l'huile végétale hydrotraitée, qui est le biocarburant final. Qu'on retrouve, nous, à la station-service. C'est ça. Je remercie François pour ce tour du propriétaire. C'était super comme expérience. Isabelle, qui utilise les biocarburants en France? Et dans une bioraffinerie, en fait, qu'est-ce qu'on produit? Alors, vous avez vu cette bioraffinerie, elle est à côté de Marseille. On l'a reconvertie, vous l'avez vu, c'est une très ancienne raffinerie qui a été inaugurée dans les années 30. En fait, à la pompe de la station de Franquy, il y a des biocarburants. Okay. Parce qu'en fait, on intègre des biocarburants dans nos essences, dans nos diesels, mais il n'y a pas que les voitures qui fonctionnent avec des biocarburants. Un camion, aujourd'hui, les grands logisticiens. Et puis on commence à fabriquer aussi des carburants d'aviation durables. Oui, quand vous allez à Toulouse, les belugas d'Airbus qui permettent, vous savez, c'est ces gros avions qui ressemblent à des baleines. Oui, bien sûr. En fait, ils traversent toute l'Europe, de la France à l'Allemagne, au Royaume-Uni, pour Airbus et pour transporter les pièces de leurs gros avions avec des carburants Total Energy. Les avions de ligne demain pourront utiliser des biocarburants? Alors, depuis le 1er janvier 2025, dans l'Union européenne, l'obligation, c'est 2% d'incorporation des carburants aériens durables dans le kérosène des avions qui fonctionnent aujourd'hui et qui font ces liaisons internationales ou locales. Donc en fait, dans tous les pays de l'Union, depuis le 1er janvier, c'est 2%. Alors Isabelle, que signifie conserver une activité industrielle dans une région comme celle-ci? Comment cela se traduit concrètement? On aurait pu faire le choix de dire finalement 2035, plus de vente de véhicules thermiques et on arrête tout. Oui. Nous, on a fait le pari inverse de certains de nos concurrents de notre secteur d'activité. C'est de se dire, en fait, ces sites industriels ont un rôle dans un bassin d'emploi.
dans une région. Nous-mêmes, on a des collaborateurs qui ont envie de s'ancrer dans ces territoires et d'accompagner la transition. Donc en fait, on a investi pour transformer cette raffinerie, vous la voyez à la Med, en bioraffinerie. Donc on récupère des déchets des huiles alimentaires usagées pour faire des biocarburants. Sur le même site, on a une grande ferme solaire qui permet d'avoir aussi de l'électricité renouvelable, qui vont alimenter une partie des bornes qui sont à la station du stade Vélodrome. Tout ça, on est dans de l'économie circulaire. Et en même temps, il y a un enjeu de transformation de nos métiers. Ça veut dire aussi des compétences qu'on transforme, des opérateurs de raffinerie qui deviennent opérateurs en bioraffinage, et puis tout un tissu industriel qui se transforme. Les formations sont fluides d'ailleurs? En fait, sur le même site de la Med, on a un centre de formation, justement, aux nouveaux métiers de la transition énergétique. On forme aussi nos partenaires, nos sous-traitants, mais un peu toute la planète. On a des gens qui arrivent de l'autre bout du monde, qui viennent apprendre sur le site de la Med ce que sont que nos nouveaux métiers, et puis nos sous-traitants. Parce que quand vous transformez un site, en fait, vous pérennisez tous les emplois locaux. Quand vous construisez une bioraffinerie, vous avez un chantier incroyable pendant 3 ans. C'est le boulanger du coin, c'est l'hôtelier du coin, exactement. Alors Isabelle, quand on regarde une carte comme celle-ci, est-ce que la transformation de la Med pourrait avoir lieu ailleurs, sur d'autres sites Total Énergie? Vous ayez en tête, on avait 6 raffineries sur le territoire français. Aujourd'hui, on en a 3 qui raffinent du pétrole brut. Les autres se sont transformés déjà. Alors Isabelle Patrier, je vous propose maintenant de donner la parole au public qui a quelques questions à vous poser. Avec plaisir. Bonjour et merci. Je m'appelle Léa et ma question aujourd'hui, c'est est-ce qu'une entreprise aussi grande que Total Énergie profite au-delà des actionnaires à l'économie française? Oui, bonjour Léa. Au-delà de ses actionnaires, Total Énergie investit massivement dans l'économie française, notamment dans la transition énergétique, pour entretenir aussi son parc de stations-service, par exemple. Et ça veut dire qu'on a beaucoup d'artisans, de petites et moyennes entreprises ou de petits industriels qui travaillent pour nous un peu partout dans tous les territoires, que ce soit dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer. Merci Isabelle pour cette réponse. Est-ce que nous avons une autre question dans le public? Bonjour, je m'appelle Flore et j'ai lu que vous payez peu d'impôts en France. Comment ça se fait? Alors en France, on paye peu d'impôts, on paye des taxes, 2 milliards en 2024. On pense qu'on va être limite sur les impôts sur les sociétés parce que nos activités françaises sont déficitaires, et notamment en 2024 parce que notre raffinage a été, comme tout le raffinage européen et français en particulier, atteint par des marges déficitaires. Et en plus, on a eu des problèmes opérationnels sur plusieurs de nos raffineries, ce qui fait que nos résultats ne sont pas bons en 2024 sur le territoire français. Très bien, merci Isabelle. Une dernière question? Bonjour, je m'appelle Max et j'aurais une petite question. Est-ce qu'avec les énergies renouvelables, il y a des opportunités d'emploi et aussi pour l'économie française? Oui, en effet, c'est une bonne question. Ça a à la fois un intérêt pour nos équipes parce que ça permet aussi d'évoluer au niveau des compétences. Nous, on a formé tous nos collaborateurs, par exemple, à la compréhension de l'électricité, puisque ce n'était pas un métier que nous maîtrisions par le passé. Mais quand on déploie, regardez, en 2024, c'est presque 1 milliard d'euros d'investissement sur le territoire français que Total Énergie a déployé en solaire, en éolien, pour transformer notre raffinerie en bioraffinerie, pour faire du recyclage, pour faire de la biométhanisation avec les agriculteurs. Tout ça, c'est des nouveaux métiers. Vous avez des électriciens, des thermiciens, des opérateurs qui vont apprendre des nouveaux métiers, des sous-traitants qui vont pouvoir accéder aussi à de nouvelles compétences. Donc oui, ça permet d'irriguer en fait tout le territoire sur des métiers nouveaux ou des anciens métiers qui finalement étaient un peu perdus de vue. Aujourd'hui, on a besoin en France, et de plus en plus, on aura besoin d'électriciens, par exemple. Très bien, ça, c'était la dernière question. Isabelle, j'aurais encore beaucoup de questions à vous poser, mais le temps passe. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci, moi aussi. J'ai passé un très bon moment. Merci à vous. Merci Gaspard. C'était super d'être à tes côtés pour cette émission. Plaisir partagé. Merci à toi, Annabelle. Merci Isabelle. Merci Gaspard. On se dit à très bientôt pour un prochain Energy Talk.